Est-ce que Manchester City va souffrir de sa dépendance en Erling Haaland? Salut tout le monde, c'est TMF et pour être totalement transparent avec vous, à la base, je comptais vous faire une vidéo un peu plus globale sur Manchester City, sur comment évolue l'équipe, ce qui fonctionne pas, bref, sur la mutation de cette équipe qui est plutôt intéressante parce que c'est quand même une des grosses formations footballistiques de notre époque, Manchester City. On sait que c'est un club qui est riche, on sait que c'est un club qui a Pep Guardiola sur le banc, qui est un entraîneur super intéressant, ils ont quand même pas mal de talent et cette saison ça joue pas exactement pareil. Mais en fait, au fur et à mesure de la préparation de cette vidéo, j'ai vu passer des articles et j'ai vu passer des stats qui m'ont mis vraiment la puce à l'oreille sur le fait que c'était peut-être plus pertinent d'aborder la question sous l'angle Erling Haaland. Parce que vous le savez, Erling Haaland, c'est un buteur absolument prolifique depuis le début de saison. Et en fait, j'ai l'impression qu'il concentre pas mal des problématiques de Manchester City. Il y a pas mal de personnes qui parlent de dépendance envers Erling Haaland. C'est pour ça que j'ai choisi cet angle. Mais de manière générale, j'aime bien parler de ces débats de dépendance parce que j'ai vraiment l'impression qu'on se trompe de manière d'aborder le sujet. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Donc on va analyser Erling Haaland, ses performances, mais si on parle de dépendance, ça sous-entend que le reste est pas forcément au niveau et c'est là où je suis pas d'accord. Donc on va parler également du reste des joueurs de Manchester City et de la fameuse question des buts, de la perception qu'on peut avoir d'autres postes et de la répartition des rôles dans une équipe de foot. C'est un vaste sujet. On terminera avec un petit avant-match pour un des chocs de Première Ligue de ce week-end. C'est la rencontre face à Newcastle. Il y aura une partie sponsorisé par Winamax. J'en profite pour vous montrer les codes de la rencontre, les pronostics les plus posés et comme d'habitude, si vous avez envie de vous lancer à la création de votre compte, vous rentrez le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en freebet et Winamax rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Code promo TMF10, le lien en description. Préparez-vous, on va longuement parler de Manchester City et d'Erling Haaland. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. 19, c'est le nombre de buts qu'a inscrit Erling Haaland depuis le début de saison, autant dire que c'est une sacrée performance et qu'il est dans un club très fermé de buteurs extrêmement prolifiques. En plus, Haaland, il a un énorme avantage par rapport à ses statistiques de buts quand on le compare à d'autres attaquants, c'est qu'il met pas de penalty. De mémoire en Première Ligue, cette saison, il a dû en tirer un et le rater. Ma mémoire me fait peut-être défaut, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on peut pas dire que ce soit un attaquant qui doit ses statistiques à des penalties. Alors je sais ce qu'on a tendance à dire, les penalties c'est quand même un exercice compliqué, faut quand même savoir les mettre et je suis bien sûr entièrement d'accord là-dessus, mais je pense qu'on conviendra tous sur le fait que si tu as 20 buts, que tu en as 15 qui sont mis sur penalty ou que les 20 sont dans le jeu, tu vas pas exactement évaluer la situation de la même manière parce qu'en plus, les penalties c'est toi qui les transformes, certes il faut avoir des qualités pour ça, mais c'est pas forcément toi qui procure l'occasion de penalty, c'est pas forcément toi qui est à l'origine de ce penalty. Donc finalement, t'as pas autant de mérite. Sauf que, bon, balayons ça, parce que de toute façon, Haaland, ses buts, il les met dans le jeu, et on a vite tendance à parler de dépendance dès qu'un attaquant devient aussi bon. Mais le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que la dépendance, ça n'existe que quand t'as un bon attaquant. Si t'as que des joueurs pourris dans ton équipe, t'auras jamais le débat de la dépendance. Alors évidemment, quand on va parler de dépendance, ça sous-entend qu'il y a des manques ailleurs, mais ça c'est le premier truc à rappeler. Si Manchester City était dans une situation galère, si c'était un club qui avait aucun joueur qui avait un rendement satisfaisant, et ça arrive pour d'autres équipes de Première Ligue, même des équipes satisfaisantes, en temps normal, on ne parlerait pas de dépendance envers un joueur. Ça vous montre à quel point Haaland est aujourd'hui un monstre du football et à quel point c'est tout simplement un numéro 9 incontournable pour Manchester City, certes, mais dans le monde du foot au global. Bon, une fois qu'on a rappelé ça, on parle aussi de dépendance par rapport à la répartition des buts du côté de Manchester City. Si on se concentre seulement sur la Première Ligue, regardez-moi les meilleurs buteurs, on a Haaland qui est seul devant avec 14 réalisations et derrière ça se bat avec un but pour Doku, un but pour Reinders, un but pour Matheus Nunes, un but pour Cherki, etc. Et oui, là on va pas tourner le problème dans 50 sens, c'est là où le bas blesse. T'es quand même en droit d'attendre du côté du championnat anglais quand t'es une équipe qui marque autant que Manchester City
que t'aies des buteurs qui marquent plus d'un but en championnat alors qu'on attaque quasiment le mois de décembre. C'est une véritable anomalie. Mais en fait, c'est pas seulement un manque de réalisme de la part de tes attaquants. Et c'est pour ça que je trouve le cas Haaland intéressant pour analyser la situation de Manchester City, c'est que tu te rends compte qu'au global, Manchester City est également une équipe qui est pas mal organisée autour d'Haaland et c'est quelque chose de relativement assumé, le fait que ce soit le terminal offensif ultime. D'ailleurs, j'en profite pour dire un truc. Souvenez-vous, au début de Erling Haaland du côté de Manchester City, il y avait des débats sur sa compatibilité avec Pep Guardiola. Parce qu'on sait que Guardiola, c'est un mec qui a souvent aimé jouer avec des faux numéro 9. On sait qu'il aime bien que tous ses joueurs soient hyper impliqués dans le jeu. Et on avait des débats à la fin de chaque rencontre en mode « Oh, Haaland a touché 20 ballons, il n'est pas compatible avec Manchester City. » Et en fait, toutes les semaines, on avait ça, même quand il marquait. Et je vous parle même pas des rares périodes où Erling Haaland n'a pas marqué des valises de but. Là, évidemment, ça se concentrait encore plus là-dessus. Mais en fait, Pep Guardiola, il n'est pas monolithique. Oui, il a tendance à être vu comme l'apôtre de la possession, mais déjà cette saison, on l'a vu, il a drastiquement réduit la possession de son équipe en Première Ligue. C'est plus une équipe qui va taper le 70% de possession dans toutes les rencontres. Il y a plus de verticalité, mais surtout, en fait, Guardiola, il sait faire jouer ses joueurs différemment. Je sais qu'aujourd'hui, ça commence à dater, mais vous prenez le Pep Guardiola du Barça et vous prenez le Pep Guardiola du Bayern Munich, notamment sur comment il a utilisé ses latéraux, il y a une différence absolument majeure. Et quand Pep Guardiola est arrivé du côté de la Première Ligue, ça aussi on a tendance à l'oublier, mais il a eu besoin d'un petit temps d'adaptation, peut-être pas autant que Jürgen Klopp évidemment, mais il a eu besoin de comprendre l'importance du second ballon, il a eu besoin de comprendre les spécificités du jeu anglais. Alors il n'a pas travesti son football pour autant, parce que évidemment les préceptes de jeu de Pep Guardiola sont exportables dans n'importe quel championnat, mais Guardiola il s'est adapté. Et c'est la même chose avec Erling Haaland. Ok, c'est peut-être pas le joueur qui correspondait le plus sur le papier à la manière de jouer de Pep Guardiola, mais à un moment... Bon, moi je préfère les voitures rouges aux voitures bleues, mais si vous me donnez une Ferrari bleue, je pense que je saurais me débrouiller avec plutôt qu'avec une vulgaire 206 rouge. Vous voyez où je veux en venir ? C'est un petit peu ça pour l'équation Haaland à Manchester City. Et en fait, quand on regarde le 11 le plus aligné par Pep Guardiola depuis le début de saison, on retrouve en fait le fait que Haaland est le terminal offensif ultime et que tu n'attends pas forcément ça de la part des autres joueurs. Sur le côté gauche, le joueur de référence, c'est Jérémy Doku et je trouve que c'est un beau symbole parce que Doku, ça n'a jamais été un joueur qui a fait exploser les statistiques au cours de sa carrière. Alors, il peut claquer beaucoup de passes décisives, mais quand je parle de statistiques ici, je pense vraiment à la stat reine qu'on va regarder. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être regarder un peu d'autres stats, on va y venir. Mais ce sont les buts. Doku, ça n'a jamais été un buteur prolifique. Mais par contre, il n'empêche que cette saison où Doku ne claque pas une quarantaine de buts, ça reste quand même un très bon début de saison pour l'ailier belge. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a toute une génération Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui se sont complètement fait détruire le cerveau sur ce qu'on attend d'un ailier dans bon nombre d'équipes de football. Alors oui, Ronaldo et Messi, au cours de leur carrière, se sont retrouvés à jouer sur le papier, sur la feuille de match. Quand tu regardes la compo fixe, en tant qu'ailier, et il revenait vers l'intérieur et il marquait des buts. Et on a vu d'autres joueurs comme ça, Kylian Mbappé quand il évoluait à gauche, Mohamed Salah évidemment, mais un ailier à la base, c'est pas forcément ça dans le football. Un ailier, c'est un joueur qui va souvent avoir une responsabilité qui ne sera pas dans la conclusion finale, mais qui sera dans le déséquilibre de l'équipe adverse. Et vous me voyez venir gros comme une maison, c'est ça qu'on demande à Jérémy Doku, c'est ça que Jérémy Doku fait à longueur de match en accumulant un nombre complètement fou de dribbles, et il est réussi pas trop mal. Et est-ce qu'il faut dire que Jérémy Doku rate son début de saison sous prétexte qu'il met pas 5-6 buts en Première Ligue ? Moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Il faut savoir ce qu'on doit attendre de Jérémy Doku, c'est du déséquilibre au cours des rencontres. Alors on peut débattre sur son ratio occasion créée, perte de balle, est-ce qu'il est suffisamment propre, même pour un joueur qui a un rôle qui induit beaucoup de déchets, mais en attendant, moi je trouve qu'il est bon, et en fait j'attends pas de lui qu'il marque. Et c'est pareil, à droite on a Oscar Bob, alors on peut en attendre peut-être un peu plus de la part du joueur, mais moi j'y vois davantage un mec qui est également un ailier qui va créer du déséquilibre, qui est également un mec travailleur. Alors évidemment il pourrait marquer 2 ou 3 buts de plus, mais c'est pas un mec dont on attend vraiment une valise de buts. En fait, dans cette composition,
Le seul joueur où je me dis ok, il y a peut-être un petit manque de buts, c'est Foden, parce que Foden, il a la capacité à être un buteur. Alors il a plein d'autres qualités dans l'équipe de Pep Guardiola, c'est pas forcément la seule chose qu'on lui demande, mais même là, si on sort des statistiques que je vous ai présentées pour la Première Ligue, on regarde le bilan global de la saison pour Foden jusqu'à présent, bah finalement 2 buts en 3 matchs de C1, un but en 2 matchs de coupe, ça va. Il y a Cherki également qu'on pourrait évoquer parce qu'il a fait beaucoup d'entrées, parce que au-delà de sa blessure, il est parfois titulaire. Cherki, c'est 4 buts en 13 matchs. Je pense pas que ce soit un bilan absolument honteux pour un jeune joueur qui arrive du côté de Manchester City. Et puis là, je vous rappelle une excellente vidéo qui a été produite en toute objectivité par moi-même sur Cherki, où je disais que Cherki était avant tout un passeur génial, un créateur d'occasion par la passe. Inutile de vous dire qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai pas besoin de vous expliquer que la saison et la réussite de la saison de Cherki, elle dépend pas forcément de son nombre de buts. Évidemment, on attend que Cherki mette du but, mais vous avez l'idée, je pense. Ce qui fait qu'en fait, quand on regarde les profils qu'il y a dans cette équipe de Manchester City, la dépendance à Haaland, elle est totalement assumée en fait. Haaland n'est pas un joueur qui est le meilleur génie au dribble du monde. Haaland n'est pas forcément le joueur qui va toucher 110 ballons en descendant, en vraiment faisant le jeu. Mais Haaland, c'est un terminal offensif ultime. Et quand tu as un terminal offensif ultime, qu'à côté de ça, tu as des ailiers de déséquilibre, des ailiers qui sont créatifs et t'as une équipe qui est plutôt cohérente. Alors vous pourrez me parler de dépendance d'Haaland autant que vous voulez. Moi, je vois tout simplement un système qui fonctionne plutôt bien. Il y a juste un truc où j'ai un gros regret du côté de Manchester City, c'est Omar Marmoush. Omar Marmoush, ça commence à être un véritable sujet du côté de Manchester City parce que c'était un joueur qui, lorsqu'il est arrivé, était extrêmement prometteur, cartonnait absolument tout du côté de la Bundesliga. Même sa première demi-saison a été chargée de promesses et on peut dire que depuis le début de cette saison, Omar Marmoush, je vous montre, ça fait un petit peu pitié. Il a joué 9 matchs pour 278 minutes de jeu, des miettes, et évidemment il y a eu le sujet de la blessure de septembre à octobre, mais même depuis qu'il est revenu, on peut dire que ses entrées ont été relativement moyennes. Il a été réduit au statut de simple remplaçant d'Erling Haaland, ce qui fait que quand tu t'interroges un peu sur qui met des buts du côté de Manchester City, tu peux te dire qu'il y a un Marmoush qui manque à l'équation et qui serait censé peser un petit peu plus de buts dans la balance. Alors Pep Guardiola l'a essayé au début de saison, première composition, vous le voyez, ça c'était face à Tottenham, il était sur la gauche, il sort un match médiocre dans une prestation collective médiocre. Ensuite, il y a eu Brighton. Il est passeur décisif, mais tu perds aussi ce match de 1. Et après, tu as la fameuse blessure. Donc en fait, le bilan que je fais de Marmoush du côté de Manchester City, c'est assez dur. C'est que c'est un mec qui était au départ sur la gauche, qui s'est retrouvé ensuite avec un Jérémy Doku qui est arrivé et qui a absolument tout enflammé. Et du coup, oui, tu pourrais aligner Marmoush et avoir un peu moins de débat sur Erling Haaland qui met tous les buts de l'équipe, parce que j'ai aucun doute que si Marmoush était aligné, il marquerait un petit peu de buts. Mais à un moment, est-ce qu'il vaut mieux avoir un peu plus de pourcentage de buts qui viennent d'Haaland, mais un Jérémy Doku qui débloque les situations et au final un bilan global qui est plus positif pour Manchester City, ou un Marmoush qui apporte peut-être un peu moins, mais qui va te rassurer sur le fait que les buts sont mieux distribués. Au bout d'un moment, Manchester City, c'est une équipe qui est effectivement dépendante de son terminal offensif, mais tous les adversaires de City depuis le début de saison ont compris que le danger numéro 1 pour la conclusion, c'était Erling Haaland. Et pourtant, on n'arrive pas à arrêter Erling Haaland. Alors évidemment, il faudrait pas qu'il se blesse, mais quand bien même il se blesserait, qu'est-ce qui se passerait ? Tu mettrais Marmoush en tant que remplaçant. Et alors oui, l'équipe serait beaucoup moins bonne, mais un Barça sans Yamal, c'est une équipe qui est moins bonne. Un Real Madrid sans Mbappé, c'est une équipe qui est moins bonne. Un PSG sans Dembélé, c'est une équipe qui est moins bonne. Alors on peut débattre du poids de chacun de ces joueurs dans ces équipes, mais c'est pour vous dire, quand tu as une star, évidemment, l'équipe est moins bonne quand la star elle est pas là. Il y a pas à se torturer le cerveau là-dessus. Donc en termes de projection, moi je suis plutôt rassuré parce que je me dis qu'un mec comme Foden, il va marquer ses buts en première ligue, j'ai aucun doute. Un mec comme Cherki, je pense également qu'il va monter un petit peu. Et surtout, il n'y a pas de problème structurel à cette équipe de Manchester City. C'est pas une dépendance envers Erling Haaland parce que t'as d'autres profils de buteurs qui sont alignés et qui font pas du tout le taf. Non. C'est parce qu'avec des mecs comme Oscar Bob, Cherki, Doku,
bah t'as des profils que t'as su mettre un peu moins buteurs, même s'ils pourraient marquer un peu plus, mais ils t'apportent d'autres choses dans l'équipe. Donc franchement, moi je suis plutôt confiant pour Manchester City. Ce qui nous amène donc à la grosse échéance de demain, celle face à Newcastle. Et là, est-ce que je suis confiant ou pas? Bon bah déjà, je vais vous montrer si les bookmakers et les parieurs sont confiants ou pas dans une partie sponsorisée par Winamax. Vous voyez que c'est Manchester City qui, malgré le fait qu'ils jouent à l'extérieur, sont immenses favoris. Cote à 1,85 et 94% des parieurs vont dessus. Sur les pronostics les plus posés, on retrouve logiquement du City, du but, du Haaland. Et mon pronostic personnel, c'est le petit mix entre résultat Manchester City et buteur Erling Haaland. Cote à 2,30, donc cote intéressante. Parce que franchement, j'ai confiance dans notre Viking. Alors Newcastle, faut avoir en tête qu'ils connaissent une saison relativement compliquée. C'est une équipe qui est riche, c'est une équipe qui est intéressante, mais c'est une équipe qui est 14e de Première Ligue actuellement. Et au-delà de la place qui est un peu alarmante, moi il y a un truc qui me fait tiquer, c'est le nombre de buts qu'ils ont inscrits en Première Ligue, à savoir 11 buts seulement. Alors là, peut-être que du coup, tu avais une dépendance envers Alexander Isak. Le problème, c'est que Alexander Isak, il est plus dans l'équipe, il est parti du côté de Liverpool. Alors tout est pas simple pour lui du côté de Liverpool, mais bon, je vais pas digresser. T'as recruté Walt Mad, t'as recruté Wissa, mais le premier se débrouille comme il peut, alors que le second, il est blessé depuis son arrivée. Donc en fait, j'ai vraiment l'impression que Newcastle, c'est une équipe qui a besoin de se renouveler, de se réorganiser, de repenser son animation offensive, qui aujourd'hui reste un peu dans une phase d'expérimentation, et c'est assez marrant, parce que la comparaison avec Manchester City a fait mal. City, c'est également une équipe qui a dû se réinventer un petit peu. T'as moins de possession cette année, je l'ai dit, t'as un Kevin De Bruyne qui est parti, qui était quand même un joueur important, même si il était de plus en plus absent à cause des blessures. Et en fait, la mue de Manchester City se fait quand même à vitesse relativement rapide. T'es un peu derrière Arsenal, mais t'es loin d'être largué, alors que du côté de Newcastle, c'est pas exactement la même tasse de thé. Donc voilà, moi je suis extrêmement confiant pour nos petits citizens. Je le redis pour conclure la vidéo, le lien en description, le code promo TMF10, ça vous donne 10 € en free bet du côté de Winamax et il rembourse votre premier pari s'il est perdant jusqu'à 100 €. Mais franchement, moi j'attends de voir la saison d'Haaland, ce qui me pousse à une très très grande curiosité, c'est de me dire jusqu'à quand le Norvégien va pouvoir tenir ce rythme de fou. On sait qu'il peut être parfois sujet aux blessures. Pour moi, c'est peut-être un peu plus ça le sujet qu'une dépendance tactique qui fait parfaitement sens. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end footballistique. Salut!